Bonjour et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle session. Je vais donc continuer, on est page 90 là, sur toujours ce chapitre 4 qui parle beaucoup de réincarnation, de connexion avec son moi. Et c'est justement ce qu'on avait vu dans les dernières séances que j'avais présenté. Seth expliquait vraiment régulièrement et plusieurs fois sous différentes formes que finalement le moi intérieur, notre grand moi, notre entité, notre moi complet, appelez-le comme vous voulez, est juste en dessous de la surface de notre conscient, du moi conscient. Il y a plusieurs indices qui peuvent nous montrer qu'il est présent. Et il expliquait aussi que j'avais passé pas mal de temps là, sur la dernière séance, qu'on peut chercher à développer notre intuition. On peut, justement, plus on cherche à être dans cette connexion, quelque part à notre moi, et plus, finalement, il disait qu'on jouait vraiment notre rôle, que les événements se passaient de manière plus fluide, plus rapide, parce qu'on était dans quelque chose qui était assez juste dans dans l'expérience qu'on devait vivre, en tout cas, au départ telle qu'elle était prévue. On enchaîne donc avec ce paragraphe suivant qui dit « Bien sûr, il vous semble à présent que vous êtes la seule partie consciente de vous-même, car vous vous identifiez à l'acteur de cette production particulière. » Donc la notion d'acteur, depuis le début du chapitre, effectivement, il compare la vie qu'on a au quotidien avec une pièce de théâtre. Donc on joue un rôle. Voilà, c'est vraiment ce que Seth cherche à nous expliquer. Et là, il dit que dans ce qu'on est en train de vivre là tout de suite, eh bien, on a l'impression d'être vraiment le seul conscient. La seule partie qui joue un rôle, qui fait quelque chose de concret, pour lequel on a une vie avec des actions, des événements, quelque chose de palpable. Et surtout, c'est... je pense qu'on a, bien sûr, par définition, cette vision-là de la vie. Ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on peut percevoir, tout ce qui est visible, est la seule chose qui existe. C'est un petit peu le raccourci qu'on fait. Donc voilà, lui il le dit à sa manière, voilà, il vous semble à présent que vous êtes bien sûr la seule partie consciente de vous-même, puisque vous vous focalisez, vous vous identifiez, vous pensez que vous n'êtes que ce que vous percevez. Donc il parle de l'acteur dans cette production particulière donc, qui est notre vie terrestre. Et il continue la phrase, point virgule, cependant, les autres parties de votre personnalité multidimensionnelle. Donc là, on voit qu'il utilise des termes un peu différents pour parler de la même chose. À un moment donné, il parlera de l'entité. Il parle effectivement du grand moi, du moi supérieur, du moi interne, du moi... Alors, j'avais déjà fait effectivement la différence. Donc ça, il faut que j'essaie de pas confondre. Par contre, je pense que le moi interne et le grand moi, ce sont deux choses différentes. J'avais défini, c'est comme ça en tout cas moi que ça me semble important d'utiliser comme mot de vocabulaire. Le moi interne, ça va être la partie justement du moi qui peut être conscient, qu'on peut contacter, mais qui nous permet de nous connecter à notre grand moi. Donc c'est pas que notre grand moi, c'est plutôt ce qui nous permet de se relier, donc qui est connecté notamment à nos sens internes. Seth en avait déjà parlé, on reviendra dessus. Mais en tout cas, vous voyez cette notion de personnalité, donc on a notre rôle, mais elle est multidimensionnelle. Là, je vous renvoie aussi sur les guidages précédents, je vais pas approfondir là-dessus. Donc il dit que les autres parties de notre personnalité multidimensionnelle, les différentes facettes de nos vies multiples,
dans les autres pièces sont également conscientes, bien sûr à leur manière. Chacune d'entre elles pense être la seule partie réelle qui existe, qui a une vie tangible, qui est dans le concret. Mais chacun regarde de son point de vue, et donc chacun a sa propre compréhension de ce qu'elle est en train de vivre, son propre niveau de conscience. Mais malgré tout, chacune d'elles est consciente à sa manière. Et ça, c'est quelque chose qui me semble important de se rappeler régulièrement. Je ne suis pas la seule partie pensante de moi. Je suis en train de vivre effectivement une expérience. Seth l'expliquait très clairement dans le chapitre 3, là je viens de mettre en ligne le résumé du chapitre 3, où il explique vraiment l'importance de chaque vie terrestre pour chacun. Ça c'est vraiment, Seth reviendra régulièrement dessus. Ce que nous avons à vivre, nous devons le vivre, et c'est important. Ce n'est pas parce que on vit une vie multiple qu'il faut se dire chacune n'a pas d'importance. Non, il faut la vivre. On peut garder en tête le fait que c'est une de nos vies, donc ça peut permettre de dégonfler un petit peu ce qu'on peut considérer comme des drames qui nous arrivent dans notre vie, de prendre un peu de recul par rapport à ça, de dire que tout passe, que c'est une étape, que la mort est une étape parmi d'autres. Ce qui est compliqué, c'est quand on est noyé, bien sûr, dans notre vie. Mais voilà, de se rappeler que nous sommes quand même en train d'expérimenter quelque chose, et on a voulu l'expérimenter. Donc ça a un but, ça a toute son importance, tout son intérêt. Donc faisons-le, vivons ce qu'on a voulu expérimenter, essayons de comprendre ce qu'on veut comprendre. L'objectif premier de notre grand moi, de nous faire vivre cette vie-là, est de nous faire développer sans doute des compétences, des caractéristiques, des expériences particulières, de vivre des émotions, des situations, pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer, pour nous amener à développer certaines compétences. Donc chacune d'elles est plongée dans son rôle, chacune de ces parties de nous-mêmes, chacune d'elles doit vivre son rôle à fond, mais l'ensemble est conscient. Chacune est consciente et l'ensemble est conscient. Voilà, donc, juste voilà, pour conclure, je vais juste relire cette phrase. Donc, bien sûr, il vous semble à présent que vous êtes la seule partie consciente de vous-même, car vous vous identifiez à l'acteur de cette production particulière, qu'est votre vie. Cependant, les autres parties de votre personnalité multidimensionnelle, dans les autres pièces, sont également conscientes. Il continue, et comme vous êtes une conscience multidimensionnelle, il a demandé à Robert de souligner « êtes ». Vous êtes une conscience. Ce n'est pas un corps qui possède une conscience, ce que nous sommes, c'est une conscience à la base qui s'incarne dans un corps. Comme vous êtes une conscience multidimensionnelle, vous, entre guillemets, êtes également conscient dans d'autres réalités que celle-ci. Nous, notre moi, global, profond, dont je ne suis qu'une partie, a conscience, bien entendu, de tous les jeux qu'il est en train de jouer, de toutes les pièces de théâtre. Donc, à mon avis, rien d'exceptionnel dans ce paragraphe-là, je continue. Le paragraphe suivant, il va préciser votre personnalité multidimensionnelle, votre identité véritable, le vous réel. Donc vous voyez les différentes manières qu'il a de nommer la même chose. Donc personnalité multidimensionnelle, ok, votre identité véritable, le vous réel. Bon, voilà, ça illustre un peu nos différentes manières qu'on peut avoir d'essayer de comprendre, de toucher du doigt ce sujet fondamental qui est la question, mais qui je suis ? Moi, qui je suis ? Qu'est-ce que je perçois ?
Est-ce que ce que je perçois est tout ce que je suis? Est-ce que je suis plus que ce que je suis? Je dirais, de manière générale, les philosophes, les religions, en général, acceptent, valident, développent et reposent même sur le fait qu'il y a une partie non consciente, non visible de nous-mêmes. C'est toute la démarche de la recherche de l'humanité depuis des centaines, des milliers d'années. Qui je suis? D'où vient ma conscience? D'où viennent mes idées? D'où vient le fait que je pense? Homo sapiens sapiens, je sais que je sais, mais je ne sais toujours pas comment, en fait. En tout cas, il y a des réponses différentes. Et là, voilà, à sa manière lui dit, voilà, votre moi global, lui, il est conscient de tout. Il est conscient de lui-même, en tout cas. Et même il précise, il dit, donc il est conscient, ce moi global, de lui-même, en tant que lui-même, bien sûr, dans n'importe quel de ses rôles. Autrement dit, j'essaie de trouver une comparaison avec notre vie. Je trouve pas vraiment d'éléments très très concrets. Si, peut-être, un joueur de jeux vidéo qui va jouer à plusieurs jeux vidéo. Et encore, c'est pas exactement ça. Mais bon, admettons, ça peut illustrer quand même. Admettons qu'il joue 1 heure sur une journée à plusieurs jeux vidéo. 1 heure à chacun de ces jeux. À chaque fois qu'il joue dans un jeu, ce serait l'équivalent de nous, de notre vie. C'est-à-dire qu'il rentre dans un rôle, une date, une période, d'autres joueurs en face, d'autres personnes qui lui rendent la réplique, un cadre donné, donc une période historique donnée, une histoire particulière. Même quand il passe au jeu suivant, il y a peut-être une partie de sa conscience qui reste un petit peu... Par exemple, il a buté sur une énigme, sur une situation, ou je sais pas quoi, dans un des jeux. Il passe au jeu suivant, mais son cerveau, il continue à travailler, à réfléchir. Qu'est-ce qui s'est passé? Sur quoi j'ai bloqué? Pourquoi? Et ça continue peut-être, en tout cas une partie de sa conscience, on peut admettre, peut éventuellement être un petit peu plongée par intermittence dans ce rôle-là. Bien que, s'il est complètement concentré, normalement, il devrait plus avoir beaucoup de souvenirs du premier jeu. Et s'il fait ça comme ça, avec plusieurs jeux, et qu'il y revient d'une journée à l'autre, donc il y a toute une histoire qui se construit. L'image là que je vous donne, c'est quand il est en train de jouer à autre chose, quand il est en train de dormir, quand il est en train d'avoir une vie en dehors de son jeu, eh bien c'est comme si son personnage était en train de dormir. Mais malgré tout, il peut être en train de faire autre chose. Son moi, donc lui, le joueur, ce serait le grand moi, il continue à avoir sa vie, à penser, à avoir conscience, tout en ayant des fois des pensées dirigées vers chacun de ses rôles dans chacun de ses jeux. Mais malgré tout, il faut qu'il se reconnecte complètement pour poursuivre l'histoire, pour continuer, pour tout d'un coup que le personnage s'anime et qu'il continue son expérience. Eh bien, voilà, moi c'est un petit peu comme ça que je pourrais aujourd'hui illustrer cette histoire du grand moi avec cette notion de conscience. Là, 7 nous attire l'attention sur le fait d'être conscient. Le joueur a bien la conscience de tout ce qui se passe dans ces différents jeux, dans ces différentes histoires, chacune à son rythme, tranquillement, mais il a une conscience globale de l'ensemble de toutes ces histoires, qui peut peut-être aider d'ailleurs, parce qu'il va faire des passerelles, de développer une compétence particulière, lui en tant que grand moi, dans son expérience dans un jeu, va peut-être l'aider à débloquer une énigme ou une situation dans un autre jeu. Eh bien, c'est exactement la même chose.
dans chacun de ces rôles, donc nous, voilà, on serait dans un jeu vidéo. C'est pour ça que la notion de jeu vidéo m'intéresse, parce que pour moi, on est déjà, c'est Matrix, quoi, en fait. Hein, on est déjà un peu en train dans cette vie-là, c'est déjà un jeu, effectivement. Donc de jouer à un jeu vidéo pour se créer une nouvelle histoire, une nouvelle vie, une nouvelle identité, c'est un effet d'abîme, on dirait. Je refais ce que je suis déjà en train d'expérimenter. Donc soit pour effectivement peut-être me débloquer cette compréhension que je ne suis que un joueur dans un jeu. C'est amusant de jouer dans un jeu. Soit peut-être c'est soit peut-être c'est cette notion, je sais pas, de vouloir quitter cette vie, enfin comment dire, au lieu de se reconnecter à son moi intérieur, on va se connecter à un moi un peu plus petit. Et Seth, il parlera à un moment donné de ça, justement, il y a toute cette notion un peu de pyramide, c'est-à-dire qu'il y a une conscience au départ qui a créé plusieurs consciences, qui chacune crée plusieurs consciences, etc. Et c'est bien ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire que mon grand moi, il est en train de vivre plusieurs expériences, donc il a créé plusieurs vies, plusieurs expériences différentes. Et que si à un moment donné, moi, en tant que personnalité, ça, en tant que joueur, en tant que, pas joueur, en tant que, que je peux devenir joueur du coup, c'est-à-dire que, en tant que personnage dans un jeu, je peux peut-être devenir à un moment donné autonome, et donc devenir un créateur, devenir un joueur. C'est-à-dire que je commence à jouer en tant que personnage autonome, et donc je vais recréer cette situation de l'échelon au-dessus, je le recrée. Il y a un film, là, ça me fait penser un peu à ça, bon c'est pas exactement le même sujet, mais qui s'appelle Free Guy, free comme libre, le gars libre, je sais pas exactement comment on pourrait le traduire, Free Guy, où c'est justement dans un jeu, il y a un personnage dans ce qu'on appelle les PNJ, personnages non joueurs, qui est donc géré par une intelligence artificielle, mais une intelligence artificielle un peu automatisée, c'est-à-dire qu'il a, je sais pas, on va dire 30 phrases de vocabulaire de base, il a toujours ces mêmes réactions, il se lève tout le temps à la même heure, il s'habille de la même façon, il fait tout le temps les mêmes choses. Parce que c'est géré par c'est pas une intelligence artificielle très développée, on va dire. C'est vraiment quelque chose de très borné. Et petit à petit, donc l'histoire de ce film, c'est que ce personnage va devenir petit à petit autonome. Il va devenir une vraie intelligence, conscience, du coup, on pourrait dire, à part, autonome. Donc, ça veut dire qu'il serait en train de devenir, petit à petit, un joueur. Il reprend sa vie en main. Et il commence à créer des choses qui n'étaient pas prévues au départ dans le programme. Alors, donc je trouve il est assez bien fait, parce qu'il y a un bon mélange, on trouve, c'est pas non plus un film d'action pur. C'est quand même un film, voilà, qui fait un peu réfléchir sur cette notion d'intelligence artificielle. L'acteur, moi, je le trouve plutôt amusant, bon, c'est un humour un peu décalé, mais il joue plutôt bien, et c'est plutôt crédible. Voilà, ça peut alimenter votre réflexion, en tout cas, sur cette notion de basculer. Quand est-ce que je joue un rôle, quand est-ce que je deviens auteur, finalement, de ma vie. Et pourquoi je vous parle de tout ça, la petite parenthèse que je viens d'ouvrir, c'est cette notion de conscience dont parle Seth. Au début, on a une conscience, mais finalement, on va créer des sous-consciences, des expérimentations qui peuvent petit à petit devenir autonomes. L'image au début que je vous donnais, c'était ce joueur, donc il y a donc globalement toutes ces expériences en même temps, et qui comprend tous ces différents rôles. Là, Seth fait une petite pause, il dit fin de la dictée, donc c'était la fin de la session pour Jen et Robert. Il n'y a pas marqué l'heure, si voilà, 23h24, vous voyez, donc en général il commence vers 21h, donc ça fait quand même des bonnes sessions.
Alors justement, parce qu'ils se séparent, voilà, il y a la dictée donc qui était pour le livre. Hein, vous savez qu'à cette période-là de leur histoire, donc c'est dans les années, là c'est 70, hein, la séance suivante est le 8 avril 70. Une partie de leurs sessions sont consacrées à la dictée, justement, hein, c'est pour ça que ça dit, voilà, dictée du livre, et ils considèrent, enfin ils conservent, pardon, d'autres moments pour eux, pour leur propre indications personnelles, ou pour voilà, des informations que Seth voudrait leur donner. Et effectivement, il dit, voilà, à présent, accordez-nous un instant, et Robert note, entre parenthèses, après une pause, Seth nous donne des réponses à des questions personnelles, mais sans les aborder. Et il conclut, avez-vous d'autres questions? Donc voilà, Robert, effectivement, non, je ne pense pas, il commence à être tard. Seth conclut effectivement en disant, alors je vais terminer notre session avec mes plus chaleureuses salutations pour vous deux. Voilà, c'est toujours amusant, je trouve, c'est les formules de politesse, ils restent dans quelque chose de très humain, on dirait, quelque chose de très chaleureux, en tout cas cordial, au niveau des relations. Bonne nuit Seth, et merci, répond Robert. Donc voilà, 23h24, effectivement. Donc petite pause changement de session, hein, de leur côté. Commentaire de Robert, l'élaboration du livre de Seth fait maintenant partie de notre vie. Seth dévie légèrement du plan qu'il a fourni dans la session 510, le 10 janvier 1970, mais ce n'est pas étonnant, Seth est livré à lui-même, comme dit Jen. Beaucoup de gens sont maintenant au courant de l'existence du livre. Donc oui, ce petit écart au niveau du plan, là, ça peut être intéressant de dire peut-être un petit mot. Moi, ce qui me semble déjà intéressant de comprendre, c'est que Seth, Jen en parlait dans l'introduction du livre, hein, mais là je voulais juste en dire un petit mot. Seth est quand même en train d'écrire un livre entier, et il le fait en direct. C'est-à-dire qu'à de rares exceptions, je crois qu'elles sont, je sais pas si elles sont notées dans le livre, si, peut-être, il y en a une ou deux, enfin vraiment, c'est vraiment de rares exceptions, il dicte non-stop, dans le bon ordre, en séparant des paragraphes, en ayant une logique de chapitres, même si ces chapitres peuvent paraître un petit peu confus, et c'est une des difficultés, je vous l'accorde, au niveau de la lecture de ces livres. Parce qu'effectivement, il va commencer dans une idée, et puis il redonne un petit élément qu'il a pu donner dans un chapitre précédent, mais pour le compléter, parce que l'information va bien à cet endroit-là. Il continue sur sa première idée, et puis il va déployer un petit peu quelque chose, et il revient. Voilà, donc on peut avoir un peu cette impression d'aller-retour d'un paragraphe à l'autre, mais malgré tout, il y a une grande cohérence. C'est-à-dire que si on voit tout ce qu'il a amené jusqu'à maintenant, bon, j'espère que vous avez aussi le livre, vous pouvez le lire avant que je fasse des guidages, hein. Ça va prendre quelques années au rythme où j'en suis, hein, chapitre 4, 1 an et demi. Bon, voilà, il y en a 22, hein, je crois, jusqu'au tome 2. Chapitre 22, puis il y a les appendices après, donc voilà, bon, faites le calcul, je sais pas si j'irai plus vite à un moment donné. En tout cas, alors j'ai fait une pause aussi de quelques mois l'été dernier, mais bon, je vais prendre quand même quelques années sans doute pour aller au bout de ce livre. Donc lisez, observez, regardez, faites une première lecture par vous-même. Je ne vous le proposerai jamais assez, je ne vous encouragerai jamais assez de lire par vous-même. Vous allez, en première lecture, sans doute être un peu perdu avec ces allers-retours dont je parlais à l'instant. Mais il y a quand même des grandes thématiques qui ressortent, des grandes cohérences par chapitre. Et vous verrez que quand il fait effectivement un rappel, on peut voir que c'est une sorte de doublon ou une répétition, c'est pas exactement une répétition parce qu'il complète. Donc c'est-à-dire que il est dans le chapitre 4 par exemple, il va faire un petit paragraphe qui va reprendre une thématique qu'il a déjà abordée dans le chapitre peut-être 2 et 3, mais il se souvient exactement de ce qu'il a déjà écrit,
et le complète à un moment donné où ça permet d'évoluer, d'ajouter des éléments qui sont compris dans le contexte où il est, dans le chapitre 4 par exemple, pour développer un peu plus une compréhension qui est utile pour éventuellement rebondir et après amener la suite de son premier sujet, par exemple. Donc tout ça pour dire que il avait donné, session 510, l'ordre des chapitres, en disant voilà, dans tel chapitre je vais parler de ça, dans tel chapitre je vais parler de ça, ensuite je vais faire un chapitre qui va parler de ça, etc. Effectivement, j'ai pas encore repris en détail, mais oui, ce plan-là exact, il le reprend pas, mais tous les sujets dont il voulait parler, il va en parler, peut-être pas au même endroit. Ce sera peut-être un travail intéressant pour moi que je regarde une fois pour tout le lien entre ce qu'il avait annoncé au départ et le livre entier. Là, on parle juste de 7 parles. C'est quand même amusant même, de toute façon, de se dire, un auteur, avant d'écrire la moindre ligne de son livre, il dit, bah voilà, alors je vais vous faire un chapitre sur ça, puis après le chapitre suivant sur ça, le chapitre suivant sur ça, puis on va parler de ça, peut-être 2 chapitres là-dessus, c'est ce qu'il avait dit, c'est Session 510. Il faudra peut-être 2 chapitres pour aborder tel sujet. Puis il y aura un chapitre là-dessus, puis un chapitre là. Même à un moment donné, il dit, bah, il y aura un chapitre de questions-réponses. Effectivement, il y est. Donc, il faut juste, moi, que je redis, parce qu'il n'avait pas dit, c'est dans le chapitre 3, je parlerai de ça, dans le chapitre 4, etc. Il a dit, un chapitre suivant, voilà, le chapitre suivant parlera de ça, le chapitre suivant parlera de ça. Donc, il faut que je recale un petit peu. J'ai déjà vu qu'il y avait un décalage. De combien est-il, je ne sais pas exactement. Mais ce que je voulais, ce sur quoi en tout cas je voulais insister là tout de suite, c'est de vous dire que peut-être que ces chapitres ne sont pas exactement dans l'ordre, mais tout le contenu de ce qu'il a annoncé au début, à ma connaissance, il l'a abordé, il l'a traité d'une manière ou d'une autre dans son livre, et il a dicté ensuite, en gardant en tête, en sachant exactement voilà cette cohérence. Imaginez où il fait des sessions qui durent à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Mais les sessions n'ont rien à voir avec les chapitres. Très rarement, une session commence au début d'un chapitre. Donc il est en train de dicter un chapitre. Dans la même session, il dit, bon, voilà, ça c'est la conclusion de ce chapitre. Il annonce le chapitre suivant, il commence à dicter les premières phrases, il s'arrête. Et quelques jours après, dans notre temps à nous, il enchaîne. Et des fois, ils vont faire des pauses, ça arrive pendant des vacances, ou ils vont faire des voyages. Voilà, donc Jen et Robert ont leur vie privée, de toute manière. Donc, il y a une pause pendant les sessions de plusieurs semaines. Et quand il reprend, il y a même, je crois, une pause une fois, mais de plusieurs mois. Parce ils ont déménagé, voilà, en tout cas, vraiment beaucoup de semaines. 7 quand il reprend le guidage, et voilà. Bon, suite de la dictée, tac, il dit la phrase, c'est la phrase qui suit ce qu'il a dit il y a plusieurs mois. Il est tout le temps vraiment dans cette logique-là. Donc c'est là où ça... c'est d'ailleurs comme ça qu'il a pu dicter tout ce volume, tous les livres qu'il a dictés, parce qu'il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de reprise, il n'est pas obligé de se relire quelque part. Donc c'est en cohérence avec ce qu'il explique de la notion d'entité, de conscience, et du fait que le temps n'existe pas. Il y a une grande cohérence, je trouve, entre le contenu du livre et la manière dont le livre est donné. En tout cas, moi, ça m'alimente vraiment cette réflexion. Il y a de temps en temps toujours une partie de moi qui me dit, mais si tout ça, c'est un fake, un gros faux, une grosse supercherie. Mais en fait, c'est juste impossible, parce que admettons que ce soit une supercherie, c'est-à-dire que Jen, ou quelqu'un, soit c'est Jen, soit c'est quelqu'un d'autre qui donne l'hymne, peu importe, de toute façon, on en revient toujours au même. C'est-à-dire que si un être humain habituel a dicté ce livre, déjà il est sacrément fort, c'est-à-dire qu'il se serait déjà, si c'était vraiment un être humain, soit il n'a pas osé dire que c'était l'auteur.
Donc il est complètement anonyme. Bon, qui pour moi n'a pas de sens, surtout quand on dicte un contenu de ce type-là. Ça veut dire qu'il aura quand même un niveau de conscience extrêmement élevé parce qu'il a amené des idées, des théories, une grande partie de théories nouvelles. Il s'appuie sur des choses qui étaient déjà dites, mais il va beaucoup plus loin, il remet de la cohérence. Moi, c'est toujours ce mot de cohérence qui me fascine dans les livres de Seth. C'est-à-dire que c'est comme... j'avais une discussion il n'y a pas longtemps avec mon beau-fils qui me parlait du dessin animé, de l'animé One Piece, en me disant mais c'est dingue parce qu'en fait l'auteur, donc c'est effectivement c'est une œuvre d'art complète, la seule ou la principale en tout cas œuvre d'un auteur, et ça lui a pris toute sa vie. Je crois qu'il a commencé il y a 25 ans, je crois, ou quelque chose comme ça. Et ce qui fascinait mon beau-fils, c'est de se dire mais des années après, tout d'un coup, il y a un personnage qui ressurgit, qu'il a montré des fois qu'on voit 2 minutes dans une scène, des toutes premières scènes, il ressurgit, et là, il va raconter son passé, où il va intervenir à tel moment, et ça redonne la cohérence complète de la scène, la première scène qui s'était passée. C'est-à-dire qu'au niveau du scénario, à chaque fois qu'il se passe en gros, le scénario, il est écrit depuis le début, quelque part. C'est comme si, voilà, tout le scénario était déjà dans sa tête, toutes les sous-histoires, toute la trame avec tous les personnages étaient déjà écrits, et que quand il avance petit à petit sur ce dessin animé, chaque nouvel épisode ne peut faire que compléter, mais de manière hyper cohérente. C'est-à-dire que des petites apparitions ponctuelles à un moment donné trouvent leur cohérence des années après. Eh bien, c'est exactement la même chose pour Seth. Alors, donc ça veut dire que, voilà, c'est quand même possible sur des auteurs humains. Là, ce qui en plus me fascine, donc d'une part, il y a cette cohérence-là, mais ce qui en plus me fascine, c'est que c'est d'un niveau, je sais pas, de philosophie, de théologie, d'explication, en tout cas, qui recroise en plus avec de la vie pratique. Moi, je ne vois pas comment un être humain aurait pu écrire ça. Donc, admettons, par exemple, que ce soit Jen. Voilà. Jen est inspirée d'une certaine manière, et elle écrit ce livre. Mais il y a tellement de contenu, c'est-à-dire qu'en même temps, elle écrit ses propres livres. Dans le temps où elle a dicté, je sais plus la quantité, je crois dans la durée où Seth a dicté son livre 7, elle a fini un livre, créé un complètement nouveau, et peut-être un troisième, je sais plus. Donc, c'est-à-dire que si on cumule les livres de Jen qu'elle a écrit elle en se reconnaissant auteur, plus les livres de Seth, et ça devient pharaonesque. C'est un truc, c'est hallucinant la quantité de matériaux qui a été donné avec une qualité, une nouveauté dans l'approche et qui à ce jour n'a jamais pu être démenti quelque part. Autant effectivement il y a des éléments que Seth apporte où on peut dire mais prouvez-le, et on peut pas le prouver, mais autant prouvez-moi que Seth a tort, on peut pas non plus le prouver. Et c'est ça qui vraiment me fascine. Donc oui, il y a des écarts avec le plan, mais le contenu, la globalité, la cohérence, la logique, la manière dont ça a été dicté, le fait que l'auteur ne revient pas sur ce qu'il dit, il enchaîne. L'auteur de One Piece dont je parle à la rigueur, il a le temps de dessiner, de réécrire, là, alors Seth il fait peut-être ça de son côté, mais nous tout ce qu'on voit c'est il dicte un livre. Donc c'est peut-être qu'effectivement de son côté Seth il a déjà son livre qui est écrit quelque part. Je sais pas sous quel support, quelque chose qui est pas physique, puisqu'il est pas dans un monde physique, mais il y a l'équivalent d'un livre, et quand il parle avec Jen, en fait, il fait que lire, je fais une similitude, mais c'est parce que c'est forcément faux, avec tout ce que j'ai déjà expliqué jusqu'à maintenant. Et c'est ça qu'il a quand même, de toute façon, oui, il a forcément préparé, il a sa cohérence, lui, du message qu'il veut donner, mais ça arrive à un moment donné, et ça devient des mots que Jen dit, et qui prennent leur cohérence au moment où Jen les dit. Donc c'est quand même vraiment, oui, voilà, fascinant, moi je trouve,
Et puis, j'insiste dessus, mais c'est pour moi quelque chose aussi fondamental. Cette manière dont le livre a pris place confirme quelque part, ou va dans le même sens en tout cas, du message. Donc voilà, ils sont à une époque de leur vie maintenant où beaucoup de gens sont au courant de l'existence du livre, dit Robert. Une note ajoutée plus tard, à partir de cette session, c'était la session 521, et à une seule exception près, Seth va fournir de nombreux chapitres avant que Jen regarde à nouveau le texte. Et vous savez que Jen n'a pas forcément conscience du texte. Au moment où elle le dit, oui, elle voit des images, elle ressent les émotions, elle sait qu'elle est en train de fournir du matériau pour Seth. Mais en général, dès qu'elle sort de transe, elle a quelques souvenirs, mais en tout cas, elle se souviendra jamais des phrases exactes, du contenu exact. Donc là, à partir de cette session-là, la fin de cette session-là, à une exception près, c'est le commentaire de Robert, après voilà, on en pense ce qu'on veut. Jen va faire son travail de son côté, elle fait ses livres, elle fait ses comment ça s'appelle, ses sessions, oui, ses exercices avec le mot m'échappe, oui, les séances d'expérimentation personnelle de conscience, non, ESP, extrasensoriel, perception extrasensorielle, c'est cours de perception extrasensorielle, une fois par semaine, je crois, de son côté, et voilà, elle a juste cette parenthèse dans sa vie où elle parle pour Seth sans vraiment savoir consciemment, elle, ce qu'elle dit, et ça donne pourtant un contenu extrêmement riche, cohérent, fascinant. Et donc, voilà, tout ça pour vraiment confirmer qu'il y a la vie de Jen de son côté, et puis il y a Seth, ce qu'il apporte, son contenu, ses livres, de manière séparée. Je vais du coup en profiter, voilà, c'est vraiment la fin de la session pour Jen et Robert, donc je vais en profiter pour faire une pause à cet endroit-là. On se retrouve dans quelques instants. Merci en tout cas pour votre attention.